Merci pour votre invitation. Effectivement, en 2 mots, je suis Anne-Marie Tournepiche, je suis professeure de droit européen et international à l'Université de Bordeaux, et je travaille surtout sur les questions de protection des réfugiés et de droit des conflits aussi, les deux étant évidemment souvent liés. Donc je suis très heureuse de venir vous parler de droit, et d'un droit effectivement un peu particulier, qui est le droit international dans un contexte de guerre. Donc, alors j'ai prévu une petite présentation, je vais essayer de ne pas trop vous embêter avec. On a l'habitude dans nos cours de proposer des supports pour venir illustrer des articles, etc. Et dans la configuration dans laquelle on est, j'ai presque l'impression de faire un cours en Master 2, c'est à peu près ce genre d'effectif. Donc voilà, j'espère que les échanges qui suivront, en tout cas que la présentation que je vais faire au moins va susciter chez vous des questions. Donc je vais faire du droit international. Effectivement, je suis juriste. Alors j'ai vu que vous aviez, je crois, sciences politiques peut-être sur l'affiche, où il me semblait avoir vu. Bon, je suis une vraie juriste en fait, et donc je suis désolée par avance parce que c'est ça peut se traduire par une approche finalement un petit peu limitée, mais je trouve intéressant de faire du droit, de vous parler de droit, et je laisse mes collègues politistes, notamment spécialistes de relations internationales, peut-être compléter certaines choses que je vais dire. Donc, je vais commencer assez classiquement. Je vais commencer par un chiffre. Alors, on est souvent abreuvé de chiffres, on croule sous les chiffres de victimes en ce moment, bien sûr, de conflits que vous connaissez. Juste un chiffre dans un centre de recherche suédois qui est vraiment spécialisé sur les guerres et les conflits, qui estime qu'en 2022, il y a presque un peu plus de 237 000 personnes qui sont décédées dans un contexte de conflit. Ça, c'est le point de départ qui se traduit, c'est simplement par... il y a 2 grands conflits qui ont généré un nombre de victimes particulièrement importants, sont notamment le conflit entre la Russie et l'Ukraine. On est aujourd'hui près de 90 000 décès, et le conflit dont on entend un peu moins parler et qui a généré plus de victimes dans l'année 2022, c'est le conflit en Éthiopie. Donc, voilà, un chiffre qui est complété par encore une fois les guerres dont on entend parler tous les jours, que ce soit évidemment la situation en Ukraine que je viens d'évoquer, ou la situation à Gaza, où on sait que le nombre de victimes évolue tous les jours. Donc la situation aujourd'hui dans laquelle on est, du point de vue du droit et de la guerre, alors vous l'avez dit très rapidement dans votre introduction, mais effectivement est particulièrement compliquée. Ce serait difficile de commencer autrement. Le droit international soit ne s'applique pas, soit est systématiquement violé. Donc on va essayer, en fait, avant d'en tirer des conclusions, on va essayer de voir pourquoi, on va essayer de voir quel est ce droit, et on va commencer très basiquement et très simplement par essayer de définir en fait de quoi on va parler. Quand on parle de droit international, il faut évidemment avoir en tête qu'on parle déjà de droit international public et de droit, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est le droit? Ce sont des règles préétablies par les sujets en fait concernés, et qui vont régir en fait leurs relations respectives. S'agissant du droit international, la caractéristique, c'est que c'est un droit qui régit les relations entre États. Et donc ça paraît évident, bien sûr, mais c'est quand même important à garder en tête. Pourquoi? Parce que ça permet tout de suite en fait de faire une différence importante
importante entre le droit tel qu'on l'entend classiquement, voilà, le droit interne, qui prévoit des règles qui en général, si elles ne sont pas sanctionnées, si elles ne sont pas respectées, sont sanctionnées. Parce qu'en droit interne, il existe toute une hiérarchie de règles qui sont soumises les unes aux autres et des autorités, c'est-à-dire des juridictions, pour les faire respecter. D'accord ? Le droit interne, c'est ça. Et le droit international, eh bien, c'est différent. Pourquoi ? Parce que les sujets, ceux qui sont soumis à ce droit international, ce sont des entités tout à fait spécifiques, puisque ce sont des États, et ce sont des États souverains. Et une des premières faiblesses, limites du droit international, c'est qu'au-dessus de ces États, ça va être très 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 difficile d'identifier ou de mettre en place une autorité pour contraindre les États à respecter le droit international. Dit autrement, si vous brûlez un feu, vous commettez une infraction qui va être sanctionnée très vite, un État qui viole le droit international, voilà, il commet lui aussi une violation du droit international, mais la sanction elle sera beaucoup plus difficile à mettre en place et à respecter. Donc voilà, ça sera un élément sur lequel on reviendra et qui vraiment renvoie au fait que, encore une fois, les sujets de ce droit sont des États souverains. Et donc la question de la souveraineté de l'État, elle est inhérente en fait, au droit international. Elle se manifeste à tous les stades d'adoption, à toutes les caractéristiques du droit international. Un État est souverain, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il choisira en toute liberté, toute souveraineté, par exemple, de signer un traité ou de ne pas le signer. Et donc de s'engager vis-à-vis du droit ou de ne pas s'engager. Il choisira de participer à une organisation internationale ou de ne pas le faire. Et s'il décide de participer, il pourra toujours se retirer de l'organisation internationale. Donc l'idée de souveraineté de l'État en droit international, elle est particulièrement importante parce que du fait de cette souveraineté, il va parfois arriver que l'État va considérer qu'il peut tout à fait se détacher de certaines obligations auxquelles il peut d'ailleurs avoir souscrit et dire finalement, moi, le contexte spécifique dans mon État fait que certaines obligations du droit international auxquelles j'ai souscrit, finalement, je vais les mettre entre parenthèses parce que j'ai des préoccupations beaucoup plus importantes. Donc on prendra évidemment quelques exemples. Donc tout ça pour dire que le droit international, ça va plutôt être un droit de coopération, de coordination. Donc les États ils vont accepter ou pas, encore une fois, de coopérer entre eux dans des domaines qui peuvent être extrêmement variés, mais effectivement, puisqu'on va commencer à s'approcher un petit peu de notre domaine qui est le droit de la guerre, dans le droit de la guerre, tout comme dans le domaine, par exemple, des échanges commerciaux, ça fait partie, donc ces deux domaines font classiquement partie des domaines dans lesquels les États, depuis l'Antiquité, avant même qu'on parle d'État au sens classique et au contemporain du droit, eh bien, les cités de l'époque, les empires, se regroupaient ou se coordonnaient, par exemple, pour évidemment faire des échanges commerciaux, mais aussi pour essayer, selon les moments, de créer des alliances pour se protéger contre d'autres attaques. Donc, mais ça reste toujours, et aujourd'hui encore, on est toujours sur un droit de coordination, de coopération, encore une fois en contradiction, ou en tout cas en distinction avec le droit interne, qui lui est un droit de subordination. Pourquoi ? Parce que les règles sont subordonnées les unes aux autres. Voilà. Un acte administratif doit respecter la loi, qui elle-même doit respecter la Constitution, c'est comme ça en droit interne, et sinon, encore une fois, il y a sanction par le juge.
En droit international, on ne va pas avoir cet aspect-là. Je vais vous expliquer très vite pourquoi. Pourquoi? Parce que donc, les règles internationales organisent la coopération entre les États et elles le font en fait avec un instrument particulier qu'on appelle le traité international ou les conventions internationales, c'est exactement la même chose. Un traité, qu'est-ce que c'est? C'est finalement un acte formel écrit dans lequel les États se mettent d'accord. Se mettre d'accord sur des points qui peuvent être extrêmement différents, ils peuvent se mettre d'accord sur, pour organiser le libre-échange de marchandises entre leurs deux pays, pour mettre en place des principes, par exemple, on parlera de plusieurs conventions, par exemple en 1949 pour mettre en place clairement ce qu'on appelle les conventions de Genève qui prévoient certaines dispositions et protections en temps de guerre pour les victimes ou les populations civiles, ou en tout cas ceux qui ne participent pas au conflit. Bref, les traités, il y en a des milliers, vraiment des milliers, sur quasiment tous les champs possibles du droit, et c'est vraiment le mode de relation entre les États. On peut aussi citer la coutume, on aurait presque pu le citer en premier parce que c'est une source du droit international évidemment la plus ancienne, qui existe avant même qu'il y ait une formalisation, un écrit des relations entre États. Il y a des pans très différents du droit international qui se sont construits sur la coutume. L'exemple, le droit de la mer, c'est vraiment tout à fait caractéristique. Mais aussi, dans le droit de la guerre, il y a ce qu'on appelle les lois et coutumes de la guerre, c'est-à-dire l'idée selon laquelle il y a vraiment des actes qui, par nature, et ça va notamment être tous les actes qui sont contraires à la dignité de la personne humaine, sont de tout temps en fait prohibés. Donc, traités, coutumes, et par les traités, les États vont aussi pouvoir créer des organisations internationales. Donc, les organisations internationales, on les qualifie parfois de sujets dérivés du droit international. Pourquoi dérivés? Parce qu'en réalité, une organisation, ça dérive toujours de la volonté des États. Au départ, il y a des États qui décident à un moment donné de se regrouper, de créer une organisation dans un but précis. Voilà, ça peut être pour essayer de mettre en place des principes dans la santé publique internationale, ça va être l'OMS, ça va être à la suite de la Première Guerre mondiale, essayer de se donner pour objectif de maintenir les relations entre les États, de maintenir des relations pacifiques et de maintenir en fait une démocratie à l'échelle des États qui sont d'accord. Et donc, cette création d'organisations internationales, elle se fait, elle aussi, par traité. Et ces organisations internationales, donc la Société des Nations ou aujourd'hui l'ONU, on va en dire 2-3 mots, adoptent elles-mêmes des actes, d'accord, qui vont être à destination des États. Donc on va parler de résolution, par exemple. Donc, ça c'était pour essayer de vous rappeler, parce que je pense que ces éléments-là, je pense que vous les connaissez. Si on rentre à présent dans le droit international et la guerre, deux ou trois mots de définition là aussi, simplement pour dire que la guerre, le mot guerre, n'est pas un terme qui est utilisé en droit. On ne parle pas de guerre en droit. On en parle de la science politique. Vous avez certainement vu avec mes collègues que ça ne pose aucun problème de parler de guerre. En droit, ce n'est pas une terminologie juridique, le mot guerre. Par contre, il y a d'autres expressions qui sont privilégiées. On parle par exemple de recours à la force. Plutôt que de recours à la guerre, ou le fait d'entrer en guerre, alors, on va parler de recours à la force, et notamment le droit de l'ONU, en fait, va parler de recours à la force, va interdire ou limiter le recours à la force. Mais il ne parle pas d'interdire ou de limiter toute la guerre. Et on va trouver aussi l'expression de conflit armé. Donc ça, c'est une vraie expression juridique, un conflit armé qui peut être soit
international, donc un conflit armé international, c'est un conflit qui va opposer deux ou plus États. Et il peut être évidemment non international. Je dis évidemment pourquoi? Parce que dans la période récente, contrairement notamment aux siècles qui ont précédé, il y a beaucoup plus de conflits armés non internationaux que de conflits armés internationaux. Donc dit autrement, de guerres civiles par rapport à des guerres civiles, par rapport à des guerres interétatiques. Pardon si je fais des lapsus, je compte sur vous pour me corriger. Donc on en reparlera tout à l'heure. Et à présent, si on rentre en fait un tout petit peu dans le détail de ce que je vais vous présenter ce soir, quand on parle de droit international et de guerre, en réalité, on parle de deux choses. On parle de deux choses et on parle surtout de deux branches en fait du droit qui vont avoir des logiques et des objectifs et même des sources d'ailleurs totalement différentes. Et d'ailleurs ces deux branches du droit, elles ne vont pas s'appliquer forcément au même moment. Et si on essaie de voir en fait très rapidement ce qu'elles sont et ce qu'elles regroupent, il y a d'une part ce qu'on appelle le jus ad bellum. Alors, pour ceux qui ont fait du latin, c'est le droit avant la guerre, et le jus in bello, c'est le droit dans la guerre. Et le droit avant la guerre, donc le jus ad bellum, ou contra bellum, de façon plus contemporaine, on peut même dire contra bellum, c'est le droit qui va définir en fait les conditions de la légalité du recours donc à la force ou à la guerre. D'accord? Et c'est ce droit-là qui va dire dans quelles conditions, à quel moment est-ce qu'on va considérer qu'un conflit, qu'une guerre est conforme au droit international. Vous êtes étonné? Mais oui, non, mais bien sûr, vous avez raison de l'être. Et on va voir évidemment ce que ça veut dire. Mais en réalité, évidemment, on va voir que les hypothèses, elles sont très limitées. Mais que le droit international peut, dans certaines hypothèses, en fait, en réalité, on va les voir très vite. En réalité, il y en a qu'une qui a vraiment du sens et qui, dans l'histoire, en fait, a été invoquée. Vous avez une idée? Alors, oui, moi je parle de justification, parce que là, quand on dit dans quelle hypothèse le recours à la force, à votre avis, peut être autorisé quand on se défend. Voilà. En réponse à une attaque. Et on va en reparler évidemment tout à l'heure. Et donc, on va d'abord se pencher là-dessus, sur cette première approche. Et dans un second temps, on parlera de ce qu'on appelle le jus in bello, qu'on appelle aussi le droit international humanitaire. J'aurais pu le mettre, c'est un droit dont on entend beaucoup parler en ce moment, depuis l'année dernière, mais aussi depuis quelques semaines. Le droit international humanitaire, lui, il a une toute autre logique, une toute autre justification. C'est un droit de protection, c'est-à-dire qu'il va protéger ceux qui ne participent pas ou plus au conflit, d'accord? Et c'est un droit aussi, je vous donne tout de suite la parole, qui va avoir pour un autre objectif, qui va être de cadrer, de réguler les méthodes et les moyens de guerre. Alors, mais peut-être que ce que je vais peut-être vous expliquer, je vais rentrer dans le détail, et peut-être qu'après ça vous paraîtra un petit peu plus logique. Mais alors, vous avez raison aussi de dire que quand on parle de droit international et de guerre, on est plutôt sur le second volet. Mais je trouvais quand même logique de vous présenter, au moins de vous rappeler les acteurs sur avant ce moment-là. Et juste voilà, pour que vous ayez aussi en tête ces deux logiques différentes, mais évidemment, j'espère que vous aurez tout un tas de questions après. Donc, dans un premier temps qui va être assez rapide, je vais vous dire quelques mots de
comment aujourd'hui le droit international organise finalement ce qu'il appelle le maintien de la paix, et donc limite ou interdit ou encadre le recours à la guerre. Simplement, alors, de quoi on parle, de qui on parle, juste historiquement, je voulais juste vous rappeler que la première fois où le droit international s'est posé la question d'interdire en fait le recours à la guerre, c'est dans une époque assez récente, puisque c'est la fin du XIXe siècle, où pour la première fois, les États considèrent que la guerre n'est plus un mode de relation comme un autre, comme ça a été le cas pendant des années, pendant des siècles même, évidemment. Et donc, XXe siècle, il y a une vraie nouveauté en fait au niveau des acteurs, avec la création de la première organisation internationale à vocation universelle et à vocation politique, en fait, parce qu'il y avait déjà des embryons d'organisation internationale, mais très techniques. Là, pour la première fois, donc évidemment à la suite d'une guerre, et de la Première Guerre mondiale, parce que le droit international s'est beaucoup construit à la suite de guerres ou de conflits pour justement essayer de se dire ce qui s'est passé, il faut essayer de faire en sorte que ça ne se produise plus. Donc, choc de la Première Guerre mondiale, création de la Société des Nations en suivant, et pour la première fois, dans le pacte de la Société des Nations, certaines guerres sont interdites. C'est le premier instrument de droit international qui dit, par exemple, les guerres d'agression sont interdites. Et qui dit aussi les États pourront recourir à la guerre uniquement si tous les autres moyens en fait, de règlement des différends ont échoué. Donc c'est, vous voyez, une première tentative en fait de réguler en fait le recours à la guerre. Mais bon, évidemment, la Société des Nations est une organisation qui dès le départ a des lacunes. Les États-Unis qui ont poussé à la création de la SDN finalement ne sont pas partis, et les violations du pacte de la SDN très vite montrent en fait les faiblesses. Le Japon en 1931 crée le Manchukuo, la SDN est incapable de répondre. On pourrait citer tout un tas d'autres exemples. Bref, la SDN n'a pas du tout rempli l'objectif qu'elle s'était fixé, c'est-à-dire essayer d'empêcher une autre guerre. Logique un peu comparable à la suite de la Seconde Guerre mondiale, où les États, et notamment les États vainqueurs, commencent à discuter, alors même que le conflit n'est pas terminé, pour essayer de créer une organisation pour succéder à la Société des Nations, avec ici des buts qui sont encore plus clairs que ceux qui étaient affichés dans le pacte de la Société des Nations. Voilà. Le but des Nations Unies, c'est maintenir la paix et la sécurité internationale. Et comment, en fait, est-ce que l'ONU peut faire ça? En prenant des mesures, notamment contre les États, pour éviter que des différends, par exemple, évoluent et ne débouchent sur des conflits ou des guerres. Alors, on a l'ONU, mais l'ONU, qu'est-ce que c'est? L'ONU, ce sont des institutions. Alors, vous les connaissez, je vais le faire assez rapidement. Voilà. Je vous le dis très rapidement. Quand on parle de maintien de la paix et de l'ONU, on pense tout de suite au Conseil de sécurité de l'ONU. Pourquoi? Parce que c'est lui, vous le voyez en fonction de la charte de l'ONU, c'est lui qui a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Autrement dit, tous les actes qui vont être pris par l'ONU dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationale, par principe, doivent l'être par le Conseil de sécurité. Alors le Conseil de sécurité, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle un organe restreint, c'est-à-dire qu'il ne représente pas tous les États de l'organisation, et restreint à 15 membres, avec 5 qui ont un statut très spécial, parce qu'ils sont mentionnés dans la charte en tant que telle, 5 membres permanents, Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni et Russie, et 10 non permanents qui sont renouvelés, qui sont nommés pour 2 ans,
qui sont nommés pour 2 ans et qui sont renouvelés par moitié en fait tous les ans. Donc, il y en a 5 qui sont désignés par l'Assemblée générale de l'ONU tous les ans selon un principe de répartition géographique. Donc 15 membres, dont 5 permanents, et bien sûr, ce qui caractérise en fait vraiment le Conseil de sécurité, c'est la façon dont il adopte ses décisions. Et que dit la charte? Elle dit que sur les questions de procédure, tout doit être adopté à la majorité de 9 sur 15. C'est tout. Et pour les autres questions, c'est-à-dire finalement toutes les questions de fond, la charte dit qu'il faut un vote affirmatif de 9 membres, y compris les voix concordantes des membres permanents. Moi, je vous l'ai mis entre guillemets parce que ce qu'on appelle le droit de veto du Conseil de sécurité, en fait, c'est ça. Il faut les voix concordantes des membres permanents. Autrement dit, si un membre permanent n'est pas d'accord, pour que la situation, par exemple, soit évoquée au Conseil de sécurité, pour qu'une situation, n'importe laquelle, soit évoquée au Conseil de sécurité, si un des membres permanents dit « moi je ne souhaite pas qu'elle soit évoquée », elle ne peut pas l'être. Donc le droit de veto, c'est ça. Sachant que, en fait, un membre permanent, il peut donc soit voter affirmativement, il peut voter négativement, donc dans ce cas-là, c'est le droit de veto, mais il peut aussi s'abstenir, et l'abstention au Conseil de sécurité n'empêche pas la prise de décision. D'accord? Donc ça montre en gros qu'un État n'est pas franchement d'accord avec la résolution que le Conseil de sécurité envisage de prendre, mais qu'il n'est pas d'accord, certes, mais pas au point de bloquer la prise de décision. Et on va prendre juste un ou deux exemples. Vous en avez certainement entendu parler, parce qu'elle a mis du temps à arriver, ou si vous en avez pas entendu parler, c'est pas du tout grave, je suis là pour vous en parler. La résolution donc, qui a été adoptée le 15 novembre dernier, c'est la première fois que, depuis le 7 octobre, le Conseil de sécurité arrivait à se mettre d'accord pour, pour adopter une résolution sur la situation à Gaza, avec une résolution qui reste relativement neutre. Ça a été une des conditions pour qu'elle puisse être examinée devant le Conseil de sécurité, avec néanmoins cette question de demander en fait des pauses humanitaires urgentes et prolongées et des corridors afin de pouvoir évidemment acheminer l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Et vous voyez en fait les 4 points de cette résolution. Donc demande à ce que les parties respectent le droit international, demande des pauses humanitaires, demande la libération des otages et demande aux parties de s'abstenir de priver, donc vous voyez les deux effets négatifs, donc la population civile de Gaza, des services essentiels et de l'assistance humanitaire. Donc une résolution qui a mis, encore une fois, beaucoup de temps à pouvoir arriver, à pouvoir être traitée devant le Conseil de sécurité et qui a pu être adoptée, et c'est pour ça que je vous parlais des abstentions, qui a pu être adoptée malgré le fait que trois États, pour des raisons différentes, mais 3 États se sont abstenus. Ça n'a pas empêché cette résolution d'être adoptée. Donc ça, c'est le Conseil de sécurité. 2-3 mots très rapides sur le second organe en fait qu'on avait. Je vais y arriver, pardon. Donc très rapidement, le seconde institution à l'ONU, c'est l'Assemblée générale. L'Assemblée générale, elle, c'est l'organe plénier. Le Conseil de sécurité, c'est l'organe restreint. Organe plénier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les États membres de l'ONU, les 193, sont représentés, et vous voyez, vous avez certainement vu des photos de la salle, c'est pas la même salle que celle du Conseil de sécurité, donc ici on a toutes les délégations avec, au fond, la tribune. Donc c'est une assemblée qui fonctionne par session, vous avez peut-être vu que depuis de septembre à décembre, c'est la session ordinaire, tous les ans, et il peut y avoir aussi des sessions extraordinaires, d'ailleurs, comme il y en a aussi actuellement.
Et l'Assemblée générale, sur les questions importantes, c'est-à-dire sur les questions qui touchent au maintien de la paix et à la sécurité internationale, elle vote à la majorité des tiers, sinon à la majorité simple, où elle prend aussi très souvent des actes par consensus, c'est-à-dire par accord. Et qu'est-ce qu'elle fait, l'Assemblée générale? Elle peut, elle aussi, adopter des actes, elle adopte des résolutions, des déclarations, mais contrairement au Conseil de sécurité, ces actes, très clairement, sont affirmés, enfin en tout cas sont définis dans la charte comme n'ayant pas valeur contraignante. Et donc, je vous ai mis juste l'article 10 de la charte qui dit que l'Assemblée peut discuter de toute question qui entre dans le cadre de la charte, c'est-à-dire sur le maintien de la paix ou de la sécurité. Mais par contre, elle ne peut pas le faire quand le Conseil de sécurité, lui, est en train d'examiner cette question. Et donc, ce qui est intéressant, en fait, dans le fonctionnement de l'ONU, et c'est pour ça que je trouve intéressant d'en parler au regard des deux conflits majeurs, que sont le conflit en Ukraine et à Gaza. Pourquoi je trouvais intéressant de parler du fonctionnement du Conseil de sécurité? Parce que depuis l'année dernière, donc depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, évidemment, pose son veto sur toutes les questions susceptibles d'intéresser l'Ukraine. D'accord? Et ce qu'a fait l'Assemblée générale très vite, on est le 1er mars, elle s'est réunie en urgence et très vite, en fait, elle condamne l'invasion, vous voyez, avec des mots d'ailleurs que n'emploierait pas d'ailleurs le Conseil de sécurité, qui lui est toujours beaucoup plus prudent en fait dans la terminologie qu'il emploie. Donc on est en droit international, donc toujours la question de la souveraineté, de l'indépendance, de l'intégrité territoriale, ça ce sont des éléments qui sont extrêmement importants. Et vous voyez ensuite que l'agression commise par la Fédération de Russie contre l'Ukraine, donc l'Assemblée générale déplore cette agression, exige que la Russie cesse d'employer la force et exige aussi qu'elle se retire immédiatement. Et donc, vous avez compris, cette résolution n'a pas de caractère contraignant, donc après, la question logiquement c'est et alors? Voilà, qu'est-ce qu'on fait de cette résolution? En fait, c'est assez intéressant parce que si on a à l'esprit que le Conseil de sécurité, c'est l'organe restreint et l'Assemblée, l'organe plénier, ça nous donne quand même aussi une bonne idée, voilà, et notamment la répartition des votes donne une bonne idée en fait des équilibres mondiaux. Et ça, c'est vrai pour la guerre en Ukraine, c'est vrai aussi pour la situation à Gaza, où on voit qu'à l'Assemblée générale, donc, il y a des majorités très importantes. Et encore, donc ça c'est la première résolution, celle d'octobre. Il y en a une qui a été prise cette semaine avec un nombre de voix plus importante. Donc on est toujours ici sur une dimension de respect du droit et de protection en fait des civils. Et je vous mets juste pour information, mais je ne sais pas si vous arrivez à le voir, c'est toujours en fait très intéressant de voir comment se forment et évoluent en fait les équilibres entre États, entre ceux bien sûr qui votent pour, ceux qui votent contre, ceux qui s'abstiennent et ceux parce qu'il y en a aussi qui ne participent pas au vote. Vous voyez certains États dans lesquels il n'y a rien, il n'y a ni vert, ni rouge, ni jaune. Voilà, ce sont les États qui ont choisi de ne pas voter. Et donc, encore une fois, voilà, les équilibres, les évolutions, la nature des votes à l'Assemblée générale est toujours en fait un élément important. Et donc, voilà, ça c'est celle qui a été adoptée. Donc on est quel jour aujourd'hui? Ouais, voilà, il y a 4 jours, où vous voyez, on était à 120 voix pour sur la résolution précédente. Là, on a des positions qui
dégage en fait un petit peu plus clairement, et d'ailleurs, et notamment au niveau de l'Union européenne, qui, sur la première résolution, avait voté de façon totalement dispersée, et où là, voilà, il y a beaucoup d'abstentions qui sont revenues vers le vote positif. On reparlera du fond après. Et juste le troisième, voilà, peut-être la troisième remarque sur les organes de l'ONU, le secrétaire général de l'ONU, alors qu'on entend parfois, vous l'entendez souvent se désoler en fait de tout un tas de situations. Juste du point de vue du droit international, ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois cette semaine, officiellement, il s'est servi de cet article 99, parce que d'habitude, il est toujours, le secrétaire général de l'ONU, c'est un diplomate, c'est un diplomate, c'est un fonctionnaire, il a toujours des discours assez mesurés, et pour la première fois, il a saisi en fait le Conseil de sécurité en disant, voilà, au sujet de Gaza, nous sommes confrontés à un risque grave d'effondrement du système humanitaire, la situation se dégrade, voilà. Vous voyez des termes qui sont quand même particulièrement forts. Et donc, pour l'instant, on sent que ça commence à bouger un tout petit peu au niveau du Conseil de sécurité, mais en tout cas, du point de vue des mécanismes, des institutions, enfin, au niveau du droit international, même si les effets concrets, là aussi vous allez me dire, ça reste très très limité, mais en tout cas, il se passe des choses qui ne se sont jamais passées auparavant. Voilà. Le fait que l'Assemblée générale prenne des positions comme elle le fait actuellement, le fait que le secrétaire général de l'ONU le fasse aussi, ça c'est tout à fait nouveau. Donc, voilà, je finis sur... alors non, je finis pas tout à fait, mais je vais aller très très vite là-dessus. Je vais aller très très vite, simplement pour... une fois qu'on a présenté les institutions, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette charte de l'ONU? Je voudrais simplement rappeler, ou au moins vous donner cet article qui est fondamental en fait dans la charte de l'ONU, qui est l'article 2, paragraphe 4, qui pour la première fois en fait en droit international pose vraiment le fait que les États s'abstiennent de recourir donc à la menace ou à l'emploi de la force entre eux, c'est-à-dire soit contre l'intégrité territoriale d'un État, soit contre l'indépendance politique, soit de toute autre façon. Mais cette idée, qu'on résume parfois sous la dénomination d'interdiction du recours à la force, ou de limitation du recours à la force, pour moi c'est plutôt une limitation, parce que s'abstenir, c'est pas une interdiction ferme, c'est plutôt une auto-limitation, mais en tout cas, c'était la première fois en fait dans la charte qu'on a cette disposition-là sur vraiment le principe de la limitation du recours à la force. Donc ça c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Et effectivement, tout à l'heure quand je parlais de conditions de légalité du recours à la force, ça renvoie aux exceptions de ce principe. Et les exceptions, en fait, il y en a de deux sortes. Alors, il y en a une qui n'existe quasiment jamais, c'est celle qui est prévue par le chapitre 7 de la charte de l'ONU. Et qu'est-ce qu'il dit, ce chapitre? Il dit d'une part une chose qui peut s'appliquer même en dehors d'un conflit armé. Il dit que l'ONU, et notamment le Conseil de sécurité, puisque je vous rappelle que c'est lui qui est l'organe responsable du maintien de la paix, le Conseil de sécurité peut adopter ce qu'on appelle des mesures restrictives ou des sanctions contre les États qui ne respectent pas la charte de l'ONU, et donc qui agissent en contrariété avec le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Donc ça, c'est l'article 41. Et il dit aussi, et ça c'est un élément intéressant, que si en fait les sanctions ne marchent pas, eh bien le Conseil de sécurité peut autoriser le recours à la force. Il peut, vous voyez, entreprendre au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix. D'accord? Donc là, on est vraiment dans ce qu'on appelle le mécanisme de sécurité collective, où le Conseil de sécurité, en présence d'une situation qu'il considère comme vraiment contraire au droit international, peut autoriser le recours à la force.
Et donc en réalité cet article il a été utilisé une seule fois dans l'histoire, vous vous en rappelez peut-être, c'était dans le cadre de l'annexion du Koweït par l'Irak, 91. Là, voilà, le Conseil de sécurité a dit ah, mais là c'est une violation du droit international, donc il y a eu des sanctions qui ont été prises contre l'Irak, il y a eu un ultimatum qui a été donné. À la fin de l'ultimatum, l'Irak ne s'était toujours pas retiré du Koweït et le Conseil de sécurité a organisé une opération militaire visant à libérer en fait, le Koweït de l'annexion irakienne. Et c'est voilà, la seule fois dans l'histoire en fait, où cet article a été utilisé. Et la seconde exception, on l'a évoqué très rapidement. Donc, voilà, du point de vue du droit international, c'est le seul endroit où on parle de légitime défense, mais vous voyez qu'elle est quand même assez cadrée en fait en droit international, disant que de toute façon en fait c'est un droit naturel de légitime défense, c'est un droit qui a toujours existé, qui existera toujours, qu'il soit individuel ou collectif, à partir du moment où on est agressé, et en l'occurrence ici il faut que ce soit une agression armée. En cas d'agression armée, un État ou une collectivité d'États ou plusieurs États peuvent répondre à cette agression armée au nom de la légitime défense. D'accord ? Donc ça, c'est le principe. Donc, mais avoir toujours à l'idée qu'il faut qu'il y ait une agression armée. Alors je dis, pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a toute une partie de la doctrine, notamment nord-américaine, qui pendant des années a argumenté, alors c'est un peu moins vrai maintenant, mais a argumenté sur le fait que la légitime défense pouvait être préventive, par exemple. C'est-à-dire qu'on pouvait attaquer quand on pensait qu'on allait être attaqué, mais... et donc, du point de vue du droit international, non, la légitime défense préventive n'existe pas. Il faut qu'il y ait une agression armée et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il peut y avoir réponse. Et donc, ça, c'est vraiment la condition matérielle, la première condition, il faut qu'il y ait une agression armée. Et la pratique internationale a également rajouté d'autres conditions qui aujourd'hui sont des conditions considérées comme coutumières, c'est-à-dire que la légitime défense, donc la réponse doit être nécessaire, elle doit être proportionnelle, elle doit être immédiate aussi, puisqu'on répond en fait à une agression, et temporaire. Donc ça, ce sont vraiment les conditions là, de la légitime défense posées par le droit international, sachant que vous voyez aussi dans l'article 51, l'idée c'est que le Conseil de sécurité puisse reprendre la main assez vite et organiser en fait les réponses en fait du point de vue du droit. Donc voilà pour la partie Ius ad bellum, ça me paraissait important de vous redonner ce contexte. Maintenant, on va sur dans la guerre. On va dans la guerre avec deux, trois petits éléments que je vais vous rappeler, mais d'abord, ce que je vais vous dire, c'est que ces deux branches du droit sont séparées. Pourquoi ? Parce que quand on parle de droit dans la guerre, on ne se pose plus du tout la question de qui est l'agresseur, qui est l'agressé, qui a violé le droit du recours à la force ou pas. On ne se pose plus ces questions. Ce qu'il faut comprendre en fait sur le droit dans la guerre, c'est qu'il s'applique à tout le monde et c'est une des conditions en fait de son existence et de sa consécration. Alors les fondements, je n'y reviens pas, mais ce que je peux juste dire, c'est que pendant des siècles, il y a toute une partie de la doctrine et des auteurs qui ont considéré que non, un droit dans la guerre, ça ne servait à rien. Donc Clausewitz, peut-être que mon collègue Adrien Schub vous a parlé de Clausewitz, qui considérait, donc c'est bien plus tard que Machiavel, d'ailleurs, Machiavel dans le Prince aussi, mais au final avait une conception, ils avaient une conception tous les deux assez commune, qui était de dire que il fallait vraiment réduire à néant l'adversaire. C'était une des conditions de la guerre, sinon évidemment il pouvait se relever et vous détruire. Donc
ça, on avait cette partie-là de la doctrine, et on avait aussi quand même dans l'histoire, alors on retient Sun Tzu, mais avec l'art de la guerre, mais on aurait pu aussi citer le code d'Hammurabi, où très tôt dans l'histoire, il y a eu aussi des hommes qui ont considéré que tout ne pouvait pas être fait dans la guerre. Que tous les moyens ne devaient pas être utilisés, et normalement Sun Tzu parle de traiter déjà à cette époque les prisonniers de guerre avec humanité. On trouve cette idée-là. Et de façon contemporaine, nous, ce qu'on peut juste dire, c'est qu'il y a une personne qui, c'est presque une anecdote, mais qui a un rôle en fait assez important dans l'évolution contemporaine du droit international humanitaire ou du droit des conflits armés. C'est Henri Dunant. Vous connaissez peut-être l'histoire de la création du CICR, mais donc Dunant qui arrive par hasard le lendemain de la bataille de Solferino, où en 6 heures, 30 000 personnes ont trouvé la mort. Et en fait, il fait le constat à ce moment-là que, en fait, s'il y a tant de morts sur un champ de bataille, c'est aussi parce que les blessés en fait ne sont pas secourus. Et donc il écrit son ouvrage, Un souvenir de Solferino, et il pose 2 questions d'ailleurs à la fin de son ouvrage qui vont se traduire par les 2 réalisations que je vous ai mis en suivant, c'est-à-dire qu'il se dit mais en fait pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas créer une société de secours pour venir en fait en aide aux blessés et aux malades sur les champs de bataille. Donc ça va se traduire par la création de l'ancêtre du Comité international de la Croix-Rouge. Et il se dit aussi mais en fait pourquoi est-ce que voilà, les chefs des États, les rois, etc., pourquoi est-ce qu'ils ne se mettent pas autour d'une table pour signer en fait des conventions qui les engageraient sur des conduites en fait à tenir pendant la guerre. Et cette idée-là, elle va aboutir à la première convention de Genève, la première convention sur le droit de la guerre, dans laquelle en fait les États vont s'engager à protéger les combattants qui ne sont plus en mesure de participer au conflit, notamment parce qu'ils sont blessés. Et donc ça c'est le début du droit international humanitaire ou du droit dans la guerre, du droit des conflits armés, c'est la même chose, dont vraiment le point d'orgue, ce qui aujourd'hui constitue vraiment le bloc le plus important en termes de sources, ce sont les 4 conventions de Genève qui ont été adoptées à la suite de la Seconde Guerre mondiale et qui prévoient des protections spécifiques pour ceux qui ne soit participent pas, exemple les civils, soit ne participent plus les blessés, les malades ou les prisonniers de guerre au conflit. D'accord ? Et voilà, et donc le CICR évidemment vous connaissez, mais vous savez aussi, je vous dis juste pour rappel que le Comité international de la Croix-Rouge a un statut vraiment particulier en fait en droit international, ne serait-ce que parce qu'il est associé toujours à ces grandes conventions, et il a des principes aussi de fonctionnement qui lui sont tout à fait particuliers et qui renvoient en fait à l'idée de neutralité, d'impartialité, et qui font qu'aujourd'hui, et si on reprend notre exemple de la guerre en Ukraine ou du conflit à Gaza, que le CICR est un interlocuteur en fait, pour les 2 parties au conflit. Et ça fait partie des rares acteurs qui sont des interlocuteurs, c'est-à-dire, pour prendre l'exemple en Ukraine, c'est le CICR qui a pu organiser au début, et notamment à Mariupol, les premiers couloirs et convois humanitaires pour évacuer les civils. Et aujourd'hui, vous avez peut-être vu qu'à Gaza, c'est lui qui a organisé, c'est par lui qu'ont transité les échanges de prisonniers. Donc voilà, ce statut particulier fait qu'il a une place à part dans les conflits. Donc bon, ça c'est pas très grave. Je reviendrai si j'ai un peu de temps, je ne veux pas vous prendre trop de temps. J'ai quoi encore 10 minutes 10 minutes, ça va? J'ai commencé en retard. Oui. D'accord. Donc, quand on parle de droit dans la guerre, on parle de principes
qui sont vraiment essentielles et qui résultent d'ailleurs des conventions de Genève dont je viens de vous parler. C'est le principe d'humanité, c'est-à-dire ce que dit le droit international humanitaire, c'est que toutes les personnes, en tout temps, en toutes circonstances, doivent être traitées avec humanité. Ce qu'il dit aussi, et qui est déterminant, qui est vraiment essentiel en fait dans le droit des conflits, c'est qu'il y a un principe de distinction, et notamment de distinction entre combattants et civils. Et ça aussi, c'est un élément essentiel du droit international humanitaire. Pourquoi? Tout simplement parce que le droit international humanitaire, il n'interdit pas la guerre. Il essaie juste en fait d'en limiter les effets. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le principe de distinction, en gros, si je le synthétise, c'est donc il faut absolument distinguer les civils des combattants. Pourquoi? Parce que en temps de guerre, il n'est pas interdit de cibler ou d'éliminer un combattant. Voilà, ça fait partie de la guerre. Mais par contre, il est absolument interdit de viser, de cibler un civil. Donc en fait, voilà, le droit dans la guerre n'interdit pas en tant que tel la guerre, il ne le pourrait pas de toute façon. Mais il essaie d'en limiter les effets, notamment pour ceux qui ne sont pas associés au conflit. Et ce principe de distinction, il est vraiment essentiel. Voilà, les civils sont protégés, doivent être protégés de façon générale. Le principe de précaution, il est lié aussi à ce principe de distinction, et il renvoie notamment au fait que, en fait, il faut faire attention. Il faut faire attention, notamment, et distinguer entre objectifs civils et militaires. Voilà, encore une fois, il n'est pas interdit de viser des objectifs militaires, mais par contre, quand il y a des civils à côté, il faut se poser la question et faire attention. Le principe de précaution, on pourrait le définir de cette façon-là. Principe de proportionnalité, très important aussi, c'est-à-dire que la réponse ou l'attaque doit être proportionnée aux objectifs. Et encore une fois, les objectifs, ils ne doivent être que militaires. Si l'objectif c'est une cible militaire, il faut la cibler en fait autant que possible et faire en sorte que l'action en fait ne soit pas disproportionnée par rapport à l'effet recherché. Et il y a également aussi ce principe qui est important, qui on appelle le principe d'interdiction en fait, des mots superflus et des souffrances inutiles, qui renvoie finalement presque à tous les principes que l'on a évoqués, c'est-à-dire l'idée c'est d'éviter en fait au maximum bien sûr ces mots superflus et ces souffrances inutiles. Ça renvoie à ce qu'on appelle parfois aux dommages collatéraux. Donc, et si on rentre à présent un tout petit peu dans les détails, je vous disais tout à l'heure que le droit des conflits, c'était le droit qui réglementait les moyens et les méthodes de guerre. Et un exemple parmi tout un tas, l'idée ici, c'est simplement de dire que les parties au conflit, les belligérants, n'ont pas un droit illimité, ne peuvent pas tout faire s'agissant des moyens utilisés. Et c'est ce qui explique que tout un tas de conventions ont été adoptées, exemple sur l'interdiction des armes chimiques ou sur l'interdiction des mines antipersonnelles, mais avec la réserve que je vous mentionnais quand je parlais des conventions, c'est-à-dire que ces conventions n'engagent que ceux qui les ont signées. Voilà. Exemple, l'interdiction des mines antipersonnelles, signée ni par la Russie ni par l'Ukraine. Conséquence, aujourd'hui, l'Ukraine fait partie des endroits dans le monde qui sont les plus minés. Et on sait très bien que sur la question des mines, l'enjeu, il n'est pas aujourd'hui, enfin si, il est aujourd'hui, il est demain aussi, et il est après-demain, et il est dans des décennies, parce qu'on sait que pour éliminer les mines antipersonnelles, il faut énormément de temps. Donc, sur l'interdiction de certaines armes, ça renvoie aux armes disproportionnées. Ça, j'y reviens peut-être pas, ou alors j'y reviendrai si vous avez des questions.
vient peut-être juste sur la protection des victimes ou la protection de ceux qui ne participent pas ou plus au conflit, simplement pour vous rappeler que quand on dit les conventions de Genève, il y en a 4, protection des blessés, malades, sur terre et sur mer, c'est les 1 et 2, protection des prisonniers de guerre, c'est la 3, et protection de la population civile, c'est la 4. Avec l'idée que je vous ai déjà dit très rapidement, qui est que les civils doivent être protégés donc, en tout temps contre les opérations militaires. Et l'idée aussi qu'il faut qu'il y ait une assistance humanitaire, et notamment pour faire que les civils puissent accéder à des besoins élémentaires, etc., etc. Et on peut juste rappeler que dans les conflits, au-delà de ces protections en fait générales qui touchent tous les civils, il y a des protections spécifiques qui renvoient en fait à la situation de certaines populations dans les conflits. C'est la question des violences sexuelles, par exemple, contre les femmes. Alors c'est pas nouveau, depuis qu'il y a des guerres, il y a des violences sexuelles, mais par contre ce qui est nouveau, c'est la criminalisation en droit international de ces crimes. Et même chose pour l'utilisation des enfants dans les conflits, selon les endroits, connaît des applications très importantes. Même chose, c'est un constat très classique, les enfants sont depuis toujours utilisés dans les conflits, mais sauf que désormais en fait c'est un crime de guerre que d'utiliser des enfants soldats. Alors pour conclure, et après on pourra tout à fait revenir sur certains points, je me disais que ça pouvait vous intéresser d'avoir 2-3 éléments sur... donc très bien, on sait qu'il y a des violations, on sait qu'il y a des crimes qui sont commis en temps de guerre. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut être fait en fait pour sanctionner en fait les auteurs de crimes particulièrement graves en temps de conflit? Simplement pour vous dire que cette préoccupation, elle existait dès le 19e siècle, mais en réalité, elle s'est vraiment concrétisée après la Seconde Guerre mondiale, et ont été créées donc, les premières juridictions pénales, c'est-à-dire les juridictions qui ont jugé des auteurs de crimes, alors avec un succès très limité, un bilan très limité pour les premières, le tribunal de Nuremberg ou le tribunal de Tokyo. On peut relever qu'il y a 2 tribunaux qui ont été créés dans le cadre de conflits particulièrement meurtriers que sont les conflits en ex-Yougoslavie et le conflit au Rwanda au milieu des années 90, donc qui ont rendu un nombre, on va dire, entre 100 et 200 jugements, donc 200 personnes qui ont été condamnées pour des crimes commis dans ces contextes-là. Et aussi, selon les contextes, il y a pu y en avoir d'autres, mais on peut se centrer sur une juridiction dont vous avez certainement entendu parler. C'est la Cour pénale internationale. Pourquoi? Parce que cette cour, en fait, c'est la première et c'est la seule en fait, juridiction permanente. Donc, contrairement aux exemples que je vous ai proposés sur la slide précédente, qui étaient créés a posteriori pour des conflits déjà passés, ici, donc, elle est permanente, elle existe depuis 2002, mais c'est du droit international aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que des personnes puissent être déférées en fait, devant cette cour, il faut que son État ait signé le statut qui crée la cour. On a toujours cette idée de volonté de l'État. Donc aujourd'hui, il y a 123 États qui ont signé ce statut. Donc voilà, il n'y a pas les États-Unis, la Russie ou l'Ukraine ne l'ont pas signé. Sauf que un État peut à n'importe quel moment envoyer une lettre en fait, à la Cour pénale internationale et dire en fait je souhaite que vous soyez compétente, on va prendre l'exemple de l'Ukraine,
qui, en 2014, a envoyé une lettre à la CPI en disant « Je reconnais votre compétence pour les crimes qui sont commis sur mon territoire depuis 2014 ». Et c'est à cause de cette lettre, parce que l'Ukraine n'a pas du tout signé le statut de Rome, c'est à cause de cette lettre qu'aujourd'hui, la Cour pénale internationale est compétente. Je vous donnerai juste un exemple. Alors ça, c'est juste pour que vous ayez une idée, mais vous l'avez vu avec les quelques exemples, mais voilà. En vert, en gros, c'est les États qui reconnaissent la compétence de cette Cour. Et pourquoi aussi je trouvais important de vous mentionner en fait le rôle de la Cour? Pourquoi? Parce qu'elle est compétente en fait pour 4 choses, et uniquement 4 choses, et qui sont bien définies, et qui sont définies d'ailleurs internationalement. C'est-à-dire que les définitions que je vous propose là, ce sont les seules en réalité définitions qui existent, qui font vraiment consensus. Le crime de génocide. Voilà, le crime de génocide, comme vous le savez, dans le crime de génocide, il y a l'intention de détruire un groupe. Voilà, il faut qu'il y ait cette intention de détruire un groupe, qu'il soit national, ethnique, racial, religieux, mais on ne parle de génocide que, en tout cas, la qualification de génocide renvoie à cette situation-là. Elle est compétente aussi pour crime contre l'humanité. Qu'est-ce que c'est un crime contre l'humanité? C'est un crime commis contre la population civile, en tant que telle. Et donc là, sans qu'il y ait forcément la volonté de cibler en fait une partie ou un groupe dans cette population civile. Il y a aussi le crime de guerre. Crime de guerre, c'est tout ce qui est contraire en fait aux conventions de Genève dont on a parlé. Tuer un civil, c'est un crime de guerre. Utiliser des enfants soldats, c'est un crime de guerre. Attaquer les hôpitaux, c'est un crime de guerre. Et enfin, le crime d'agression, qui est le fait qu'un État agresse un autre État. Et bon, ça je passe sur peu importe. Enfin, le mandat, au moins, ce qui peut être intéressant, c'est juste au moins le bilan assez limité quand même. Vous voyez, on est à une dizaine de condamnations depuis 2002, c'est très limité. Mais s'il y a des questions, ça c'est la dernière slide. Je vous rassure. Des condamnations d'individus ou d'États? Que des individus. La Cour pénale internationale, donc pénale, quand on a le mot pénal, c'est forcément des individus qui sont condamnés pour des crimes. D'accord? Vous faites bien de poser la question, je l'avais écrit, mais pas dit peut-être de façon assez claire. Et juste, encore une fois, pour illustrer par rapport au conflit que vous connaissez, du fait que l'Ukraine en fait ait reconnu la compétence de la Cour, fait que la Cour pénale internationale a délivré des mandats d'arrêt contre Poutine et la personne qui était au commissaire aux droits des enfants à l'époque, des mandats d'arrêt pour déportation de population et transfert illégal d'enfants ukrainiens. Donc voilà, il y a une plainte et il y a un mandat d'arrêt qui est délivré actuellement. Second exemple, sur la question palestinienne, la Cour est compétente. Pourquoi? Parce que l'État palestinien a ratifié le statut de Rome, donc en 2015, et la Cour a considéré en 2021 qu'elle pouvait être compétente pour exercer sa juridiction, alors même, je vous rappelle, je ne sais pas si on l'avait dit ou pas, mais qu'Israël n'a pas du tout reconnu la compétence de la Cour. L'État palestinien, il n'existe pas. Alors, oui et non. Pour le droit international, c'est une question très compliquée. Mais j'y réponds tout de suite. Je finis juste en disant que sur la situation palestinienne, il y a aujourd'hui plusieurs plaintes qui sont déposées. Je vous en ai juste mentionné 2. Voilà, Reporters sans frontières, qui a déposé une plainte pour crime de guerre commis contre des journalistes, que ce soit en Israël ou en Palestine, et des organisations palestiniennes pour plusieurs
qu'on dit chef d'accusation, crime de guerre, apartheid, génocide ou incitation au génocide. Donc pour l'instant, on en est juste là. Et on est juste là, pourquoi ? Parce que le temps de la justice, c'est pas du tout celui du droit, mais on pourrait quand même juste rappeler que je parle beaucoup de droit international, mais en interne, les juridictions sont également compétentes, et notamment en Ukraine, depuis l'année dernière, il y a, je crois, pas loin d'une trentaine de responsables militaires russes qui ont été condamnés par les tribunaux ukrainiens internes. Donc oui, les juridictions internes ont leur rôle à jouer, là aussi pour poursuivre en fait les coupables de crimes. Donc voilà, pardon, c'était peut-être un petit peu rapide sur certains points, mais voilà, maintenant je suis bien sûr, je parlerai moins vite parce que j'avais peur de ne pas tout à fait réussir à finir ce que je voulais vous dire, mais j'espère que j'ai pu faire passer quelques petits éléments de droit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre écoute. Alors je peux, avant de voir les autres questions, au moins répondre à celles que vous avez posées à l'instant, c'est-à-dire est-ce que l'État palestinien est un État ? Alors du point de vue du droit international, c'est une question compliquée, mais ça ne vous étonnera pas, bien sûr, c'est une question compliquée. Un État en droit international, qu'est-ce que c'est ? C'est un territoire, une population, un gouvernement et la souveraineté qui vient chapeauter tout ça. Une fois qu'on a dit ça, on a dit des choses et on n'en a pas dit d'autres. Mais s'agissant du positionnement en fait de l'État, notamment par rapport à tout ce qu'on vient de dire, on peut quand même dire que c'est un acteur en fait qui peut, par exemple, il peut saisir la Cour pénale internationale, il peut signer des traités, il peut être membre d'organisations internationales. Voilà, il est membre de la Cour pénale internationale, il est membre de l'UNESCO aussi, pour prendre notre exemple. À l'ONU, c'est plus compliqué parce que le statut en fait de la Palestine à l'ONU a évolué au départ, au moment de la création de l'autorité palestinienne, elle avait un statut d'observateur à l'ONU. Qu'est-ce que c'est un statut d'observateur ? Ça veut dire que je regarde en fait, je participe au débat qui me concerne, mais par contre, je n'ai pas le droit de vote. Voilà, un observateur n'a pas le droit de vote. Et actuellement, donc il a évolué, aujourd'hui la Palestine a le statut d'État non membre observateur. C'est un statut tout à fait particulier. Il n'y a que lui et le Vatican qui l'ont. C'est-à-dire qu'en gros, c'est plus qu'un observateur, plus qu'une entité non étatique, par exemple. Donc, parce qu'on reconnaît la qualité d'État, mais État non membre, donc ça montre bien que voilà, on n'est pas dans une reconnaissance totale en fait du statut d'État du point de vue du droit international. Et ça se traduit tout à fait dans le fait que certains États reconnaissent, d'autres États ne reconnaissent pas. Et là, la parole va être à vous maintenant, si vous avez des questions. Bonsoir. C'est une question, là vous avez parlé de CPI, des crimes de génocide, crimes contre l'humanité, de guerre et crimes d'agression. Alors je vais vous donner un exemple concernant les déplacements de population, en l'occurrence sur les îles Chagos, c'est dans l'océan Indien. En fait, la Grande-Bretagne a expulsé la population qui vivait sur ces îles pour que les États-Unis installent une base militaire. Et donc, je voulais savoir, je crois qu'il y a eu des recours, enfin une procédure, alors je ne sais pas si c'est à la CPI ou ailleurs, mais alors, quel argument avoir quand en fait ils ont été chassés de leur pays et en fait ils sont partis sur l'île Maurice ou dans d'autres îles de l'océan Indien. Mais voilà, comment défendre, ce peuple est engagé pour se défendre, mais sur quels critères ? Alors effectivement, là
là, on ne sera pas dans ce contexte-là, parce que ce que j'ai dit aussi, mais peut-être très rapidement, c'est que le droit de la guerre ne s'applique qu'en temps de guerre et donc en temps de conflit armé. D'accord ? Donc on ne sera pas dans ce contexte-là, on sera dans un contexte différent. Alors j'avoue que je ne connais pas spécifiquement cette situation, mais en tout cas, dans l'absolu, évidemment que les transferts de population forcés sont des violations du droit, aussi bien du droit interne que du droit international. Donc, à mon avis, il y a des recours qui ont été faits. Alors, contre le Royaume-Uni, c'est le Royaume-Uni qui a donc évidemment qu'il doit y avoir des recours contre le Royaume-Uni qui viennent soit d'organisations en fait, qui représentent ces populations. Et alors ça s'est passé quand récemment là? Vraiment, il y a quelques années, je ne saurais plus les dates, mais... Alors, ça me dit vaguement quelque chose, mais... Ça a plusieurs dizaines d'années, je pense. Oui, c'est ça. Donc, oui. En fait, c'est la dernière colonie britannique. C'est ça. Donc, effectivement, on doit avoir du droit interne britannique, c'est évident, mais voilà, même si je ne suis pas spécialiste de cette question, en tout cas, on ne peut pas transférer des populations contre leur volonté. Ça, c'est un principe classique du droit. La seule hypothèse dans laquelle en fait, ce serait envisageable, c'est pour leur propre sécurité. Donc, voilà, imaginons une île qui serait sur le point d'être submergée, par exemple, ou voilà, une montagne, enfin, voilà, pour leur propre protection. Pas évidemment pour cet objectif-là. Pas besoin d'être spécialiste de la question pour pouvoir dire là on est dans une situation où on a le droit des populations et même des individus qui est évidemment violé. Bien sûr. Une question ? Vous avez parlé de conflit entre États, mais est-ce que le droit international tel que vous nous l'avez présenté s'applique aussi dans le cas de conflit entre un État et un mouvement non étatique, quel qu'il soit d'ailleurs? Je vais vous montrer ce sur quoi je suis passée très vite. C'est une très bonne question, parce qu'en effet, dans ce que j'ai mentionné, et notamment les conventions de Genève, les 4 conventions de Genève, s'appliquent par priorité aux conflits armés internationaux entre États. Mais pour autant, dans ces conventions, on va trouver notamment cet article 3, qui est commun en fait aux 4, on le retrouve dans les 4 conventions, et qui prévoit que quel que soit en fait le conflit, et notamment dans les conflits internes, il y a en fait des règles minimales à respecter par tout le monde. Et ces règles minimales, c'est celles-ci. C'est-à-dire, voilà, les personnes qui participent aux hostilités doivent être traitées avec humanité, en toutes circonstances, et sont de toute façon toujours interdites les atteintes portées à la vie, à l'intégrité corporelle. Alors, je ne cite pas in extenso, mais vous voyez bien sûr qu'on est dans les personnes qui ne participent pas au conflit, bien sûr. La prise d'otage, les atteintes à la dignité, les condamnations, les exécutions sans jugement préalable, et le fait que les blessés et malades soient recueillis et soignés. Ça s'applique en tout temps dans tous les conflits, et notamment donc, effectivement dans les conflits non internationaux. Mais là où c'est plus compliqué, c'est-à-dire que quand les États en fait, s'engagent sur ces éléments-là parce qu'ils ont signé les conventions de Genève, et donc ils s'engagent à respecter ces dispositions si il y a un conflit qui se développe en fait, dans leurs propres frontières. Mais par contre, les groupes, alors ce qu'on appelle de façon générique les groupes armés non étatiques, qui peuvent être vraiment des groupes de nature tout à fait différente, mais les groupes armés non étatiques ne sont pas des États, donc ils n'ont pas signé les conventions. Donc eux, ils ne se sont pas liés en réalité par le droit international humanitaire. Et c'est toute la difficulté. Et là, je reviens au rôle du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, qui est présent dans quasiment tous
qu'il y a plusieurs, vous savez, enfin je ne sais pas si vous savez ou pas, mais en tout cas qu'il y a plusieurs types d'actions, notamment c'est des actions de visite des prisons, par exemple, qui sont très importantes. Mais votre remarque me fait penser à une autre, qui est que ils cherchent toujours à rencontrer en fait les groupes armés non étatiques, les chefs en fait de ces groupes, de ces rebelles qui ont très souvent d'ailleurs une structure hiérarchisée. Et très souvent ils arrivent à initier et entretenir un dialogue, notamment dans l'objectif en fait de leur faire passer ce message-là, qui est de dire vous ne pouvez pas tout faire. Vous ne pouvez pas tout faire, il y a des choses qui ne se font pas dans les conflits. Et donc, et le CICR communique d'ailleurs dans des rapports sur tous les contacts en fait, qu'il peut avoir, et notamment au Sahel en ce moment, en essayant justement d'identifier les responsables des différents groupes et essayer encore une fois, de créer un dialogue pour au moins faire passer ces règles minimales. Et peut-être votre réflexion fait penser à un autre élément. Donc effectivement, on distingue entre conflit armé non international et conflit armé international, mais dans conflit armé non international, c'est-à-dire conflit interne, il faut juste aussi avoir en tête qu'il y a une distinction, là aussi, quand il y a une guerre civile, il y a une distinction entre deux moments, c'est-à-dire quand est-ce qu'on passe d'une situation que le droit appelle troubles et tensions internes à conflit armé non international. Parce que conflit armé non international, donc il y a notamment en fait cet article 3 qui doit s'appliquer. Mais par contre, quand on est dans une situation de trouble, de tension interne, là c'est que le droit interne qui s'applique. Et c'est que le droit interne qui va dire non mais attendez, moi j'ai des manifestations contre mon gouvernement, j'ai quelques petites attaques, mais je gère. Donc je gère avec ma police, je gère si ça commence à dégénérer avec l'armée. Et vous voyez, une des questions qui se pose très souvent, c'est à partir de quel moment on considère que non, ce n'est plus du tout une situation interne de trouble que l'État peut gérer en fait avec ses forces, notamment de police ou militaire, mais qu'on bascule vraiment sur une situation de conflit dans lequel il doit y avoir des éléments de droit international qui s'appliquent. Pour ce qui concerne la France, le fait qu'il y ait des armes de guerre qui ont été utilisées contre les manifestants, si je ne dis pas de bêtises, il y a eu une résolution de l'ONU qui condamnait cette utilisation. Alors, donc, ça renvoie un petit peu effectivement à la situation que j'évoquais et qui pose la question de jusqu'à quand et comment en fait un État peut gérer en fait ces situations de troubles, alors ce que le droit français appelle un trouble à l'ordre public. Pour maintenir l'ordre public, jusqu'où il est possible d'aller. Et effectivement, ce que dit le droit européen, notamment la Convention européenne des droits de l'homme, enfin la Cour plutôt européenne des droits de l'homme, la Convention ne dit rien là-dessus, mais la Cour s'est prononcée, ou le droit international, c'est que les moyens doivent être proportionnés et que le fait de basculer sur des moyens militaires est un indice vraiment d'aggravation du conflit, et que par principe, bien sûr, les autorités de police doivent utiliser les moyens classiques des autorités de police et ne pas recourir à du matériel disproportionné. On est dans la question d'analyse de la disproportion pour gérer en fait la situation. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, une question un peu cynique. Est-ce que dans le droit international, il y a des pourcentages qui permettent de définir ce qu'on appelle joliment les dommages collatéraux?
c'est bien sûr une bonne question. Alors en réalité, ça ne vous étonnera pas si je vous dis non, on ne va pas trouver des proportions, par exemple, des pourcentages. Mais ce qui se passe, c'est que à chaque fois en fait, qu'une situation peut être identifiée et peut faire l'objet d'une enquête, parce qu'il y a quand même très souvent des enquêtes, la question de la proportionnalité en fait, de l'attaque par rapport aux objectifs militaires poursuivis, elle est très souvent identifiée. C'est-à-dire que tout à fait, voilà, imaginez une situation dans laquelle voilà, un objectif qui était au départ militaire en fait, a causé un nombre de décès civils importants. Voilà, il y aura en fait une enquête. Alors c'est pas systématique, mais ça arrive notamment sur certaines situations dans lesquelles on se pose vraiment objectivement la question. Donc il peut y avoir vraiment une enquête qui va être à la fois en interne, au niveau des forces armées, et aussi une enquête indépendante qui va en fait mettre en évidence toute la chaîne de commandement et essayer de vérifier en fait que l'ordre en fait et notamment l'ordre de tirer prenait en considération le fait qu'il risquait d'y avoir des civils ou pas. Ça va faire partie en fait des éléments importants. Est-ce qu'il y avait les moyens de savoir en amont qu'il y avait un risque important en fait de dommages collatéraux ou pas? Très souvent en fait ce sont les enquêtes qui mettent en évidence en fait cette question-là. Mais au cas par cas c'est parfois possible, mais ça reste quand même très difficile. Très difficile. Et voilà, en tout cas, il faudra que les autorités puissent au moins justifier, évidemment, à chaque fois, la raison et le choix du ciblage en question. J'ai une question concernant le système du droit international, ou bien le modèle du droit international. Est-ce qu'on peut dire que ce modèle vient remplacer le modèle des alliances entre les pays, ou bien dans le modèle du droit international, on autorise toujours qu'il y aura des alliances entre les pays dans l'ordre que ça établit la paix internationale. Et une deuxième question concernant est-ce qu'il y a des actions du droit international pour la prévention de la guerre, ou bien c'est des actions après l'apparition de la guerre? Merci. Alors je vais commencer par la deuxième question parce qu'en fait elle renvoie à la première partie en fait de mes développements, c'est-à-dire que le droit de la charte de l'ONU, en réalité, un de ses objectifs, c'est vraiment donc, de limiter les guerres, mais aussi de les prévenir. Et les prévenir, ça passe à la fois par l'identification en fait, de situations problématiques, quand il commence à y avoir un différend entre deux États, par des mesures en fait, qui peuvent être prises, exemple des sanctions. Les sanctions, leur but premier, c'est de forcer l'État qui viole le droit international à ne plus le violer. Donc ça marche pas, ça va dépendre des fois, et il y a aussi, notamment au niveau de certaines instances à l'ONU, et notamment au niveau du secrétariat général de l'ONU, tout un tas de dispositifs qu'on appelle des dispositifs d'alerte. C'est-à-dire dont le rôle en fait est vraiment d'identifier lorsque ce qui était des petits différents en fait évoluent et sont susceptibles en fait de dégénérer. Donc voilà, il y a des mécanismes d'alerte, il y a le Conseil de sécurité quand il arrive à fonctionner qui peut prendre position et il peut aussi y avoir et c'est pour ça que votre question est intéressante, tout un tas de dispositifs beaucoup moins formels, c'est-à-dire des dispositifs de médiation par exemple, où une autorité, par exemple, ça peut être le secrétaire général de l'ONU,
l'ONU d'ailleurs, mais va proposer en fait une médiation pour que des États en fait qui sont en désaccord, justement se mettre d'accord sur un texte. Donc vous voyez, oui, il y a tout un tas de dispositifs, de systèmes qui ont pour objectif d'essayer de prévenir et d'empêcher les guerres. Donc ça oui, ça c'est sûr. Après ça marche pas. Parfois ça marche quand même, mais vous savez, on ne voit, et c'est assez normal, que ce qui ne marche pas, mais parfois quand même ça arrive à fonctionner. Et pour répondre à votre deuxième question, comment s'articule en fait le système de l'ONU avec des alliances? Alors, les alliances, elles ont toujours existé dans l'histoire. Les États ou les chefs d'État qui avaient des intérêts communs se sont très très souvent regroupés pour se défendre, parfois même pour attaquer. Donc vraiment, ça c'est tout à fait inhérent à l'histoire du droit international. Maintenant, ce qui est intéressant aussi en droit international, c'est que les alliances, elles peuvent se formaliser vraiment dans un traité, dans une organisation internationale. Et là, l'exemple en fait le plus révélateur, c'est l'OTAN, par exemple. L'OTAN, c'est une organisation, c'est une alliance défensive. C'est-à-dire que les États membres de l'OTAN se sont entendus pour, à partir du moment où s'il y en a un qui fait l'objet d'une attaque, eh bien, ils vont tous défendre celui qui est attaqué. Vous voyez, ça c'est une alliance défensive, l'OTAN. Donc ça peut être structuré de cette façon-là, ou bien sûr, ça peut être, c'est le cas le plus fréquent dans l'histoire, ça peut être tout à fait informel et des États à une période T, à un instant T, s'entendent ou réagissent ensemble ou viennent porter secours à des voisins. Mais vous voyez, les deux ne sont pas du tout exclusifs. Ils sont d'autant moins exclusifs, si je prends l'ONU et l'OTAN, pardon, que l'OTAN, depuis, on va dire, en gros, depuis la fin du conflit en ex-Yougoslavie, et en particulier depuis le conflit au Kosovo, ça a été particulièrement vrai avec ce qui s'est passé en Libye, l'OTAN, en fait, devient le bras armé de l'ONU. C'est-à-dire que l'ONU, les États de l'ONU vont autoriser l'OTAN en fait, à faire des manœuvres aériennes, à faire des blocus aériens, par exemple. Autre question? Oui, alors c'est par rapport à la composition du Conseil de sécurité. Donc, savoir si les membres permanents remettez parfois en question le statut des membres permanents, s'il y avait des discussions sur ça. Alors, bien sûr, oui, il y a depuis longtemps maintenant des discussions autour de la réforme du Conseil de sécurité. Il y en a une, d'ailleurs, c'était d'ailleurs la seule fois, qui a failli aboutir. C'était en 2005. Donc lors du sommet de 2005, et il y avait vraiment un projet qui était très très avancé, et tout le monde, vraiment tout le monde était très serein et pensait vraiment que ça allait pouvoir se faire avec un conseil de sécurité qui aurait été augmenté à 25 membres et 6 nouveaux membres permanents, dont l'Inde, le Brésil, l'Allemagne, le Japon et 2 États africains qui n'étaient pas en fait totalement encore désignés, et en fait l'Union africaine n'a pas réussi à se mettre d'accord sur les 2 États qui auraient eu le statut de siège permanent. Non, alors je me trompe dans les 4, que je ne me dise pas de bêtises, je suis en train de réfléchir, on dirait que ça fait longtemps que c'était l'Inde, le Brésil, l'Allemagne. Je ne suis pas sûre du Japon en 4e, c'est ça. Mais peut-être que si. Bon, bref, je fais comme je dis à mes étudiants, je vous laisse vérifier. Mais au moins j'en ai 3 sur 4 sûrs, je ne sais pas en le disant. Donc, bref, pardon. Donc, on était
vraiment en août 2005, tout le monde disait, Kofi Annan, qui était à l'époque le secrétaire général de l'ONU, disait je suis ravi, on va enfin réussir à augmenter la représentativité du Conseil de l'ONU. Et en fait, les États, et notamment les nouveaux États par rapport aux 5 permanents, n'ont pas réussi à s'entendre justement sur la question du droit de veto, c'est-à-dire que la position des 5 membres permanents classiques, c'est encore ce d'aujourd'hui, était de dire bon, pourquoi pas, on propose un moratoire sur 15 ans, pendant 15 ans vous n'avez pas le droit d'utiliser le droit de veto. Donc certains États ont dit ok, et d'autres États ont dit en fait non. Et finalement, donc voilà, ça n'a pas pu se faire. Donc je vous raconte cette anecdote parce que c'était certainement le moment dans l'histoire de l'ONU où on a été le plus près d'accroître la représentativité et donc aussi un peu la légitimité, parce que évidemment aujourd'hui on n'est pas du tout dans la même situation, dans la même représentation qu'à la suite de la Seconde Guerre mondiale. C'est évidemment, ça pose question que certains continents ne soient pas du tout représentés aujourd'hui à l'ONU. Et souvent, alors je viens à une période un peu plus contemporaine, aujourd'hui, même depuis quelques années, on est très clairement dans une période où discuter de la réforme de l'ONU sur cette question-là, c'est impossible. Voilà, c'est impossible. Donc certains États le savent très clairement, mais alors par contre il y a quand même d'autres initiatives qui ont été lancées, et notamment en fait sur la question du droit de veto. Et il y a notamment, il y a quelques années, il y a 4-5 ans, une initiative qui a été lancée par la France et le Mexique, les 2 États qui ont porté en fait, l'idée selon laquelle dans des situations particulièrement graves, et notamment lorsqu'il y a des crimes de masse commis contre les populations civiles, il faudrait interdire l'usage du droit de veto. Et donc, cette idée, vous voyez, c'était une façon un peu de contourner la question du nombre, des membres permanents en tant que tels, mais plutôt de passer par la question du droit de veto. Et on est à peu près une centaine d'États qui soutiennent, mais évidemment, pas dans les 5 membres permanents. Voilà. Le Royaume-Uni est le seul qui a une attitude qui dit bon, je vais voir, si les autres États y vont, j'irai peut-être. Mais bon, aujourd'hui, dans les 5 membres permanents, il n'y a que la France qui soutient cette initiative. Mais officiellement, la question est toujours à l'ordre du jour de la réforme du Conseil de sécurité, mais c'est très compliqué. Une question personnelle, est-ce qu'à votre place, vous considérez que le droit international est efficace ou pas? Alors, c'est... je pourrais repartir sur est-ce que le droit international est efficace ou pas. Tout dépend, en fait, ce qu'on attend du droit international. Et en réalité, je pense qu'il ne faut pas trop en attendre. Sur ces enjeux-là que je vous ai évoqués, les situations que l'on vit aujourd'hui sur les conflits particulièrement meurtriers que l'on a évoqués pourraient vraiment faire penser et faire conclure que mais non, le droit international ne sert à rien. On a des États membres du Conseil de sécurité qui violent ouvertement la charte en déclarant une guerre. On a un droit de la guerre qui est violé tous les jours aujourd'hui avec des victimes tous les jours du non-respect du droit. Donc évidemment, il faut être assez pragmatique et pas être trop naïf en se disant que le droit international aujourd'hui c'est très très compliqué pour lui d'exister et de s'affirmer. Mais une fois qu'on a dit ça, on peut aussi avoir à l'esprit que le droit international devient quand même un moyen de pression. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais peut-être que c'est moi qui ai un prisme qui me déforme, mais j'ai l'impression même dans des situations de guerre, de
de conflits qu'on connaît depuis des années, qu'en tout cas qu'on parle beaucoup plus de droit international humanitaire. Qu'on parle beaucoup plus en fait de respect, de protection des civils. C'est des terminologies qui mettent une pression. Alors ça marche ou ça marche pas, mais en tout cas, ça oblige les États concernés à se justifier. Alors vous allez me dire, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà un début. Donc ils se justifient tout le temps en fait au regard du droit international. Et ça c'est quelque chose en fait d'assez nouveau dans l'histoire du droit international, où on a des États, donc certes ils violent le droit international, mais ils le justifient. Ils le justifient avec des arguments de droit international, enfin pour eux bien sûr. Mais donc c'est finalement pas tant du droit dur aujourd'hui, au sens le droit qui oblige les États, mais par contre c'est du droit qui fait pression, et j'ai peut-être une vision un peu optimiste, mais je me dis que voilà, il y a quand même des messages qui passent. Je pense qu'il y a quand même des messages qui passent, et encore une fois, voilà, il faut garder à l'esprit qu'on ne voit dans les crimes en fait qui sont répertoriés régulièrement, on ne voit que l'échec en fait du droit international, mais on ne voit pas les victoires non plus. C'est-à-dire on ne voit pas évidemment le militaire qui n'a pas tiré sur un civil, on ne voit pas celui qui a épargné un enfant, on ne voit pas celui qui a dit non, en fait je ne vais pas tirer. Vous voyez, et c'est ça qui fait évidemment toute la difficulté de la réponse à votre question. Mais voilà, une autre façon de répondre serait aussi de dire que le droit international, il pourrait être vraiment, vraiment très efficace. Il pourrait gérer vraiment tout un tas de situations si les États voulaient et s'ils savaient l'utiliser. Voilà. Donc voilà, vraiment c'est déterminant. Et en vous écoutant, moi je pense que peut-être qu'il faut distinguer l'appareil de l'ONU des cours pénales internationales ou des différents tribunaux internationaux. Parce que tout à l'heure, dans une de vos diapos, vous avez dit que la SDN a des lacunes. Et en fait, en lisant ça, aujourd'hui, 2023, j'ai envie de dire, l'ONU a des lacunes. Et qu'il serait peut-être temps d'envisager les choses, de renouveler un peu l'organisation internationale. Par contre, en termes de CPI, moi je trouve qu'effectivement il y a des choses, comme par exemple, quand il y a eu le massacre de Srebrenica, bon, il y a quand même eu des gens qui ont été condamnés. C'est sûr. J'ai pas les détails, c'est parce que c'est tout mon à champ, fait. mais voilà, c'est rétroactif, on va dire. Et comme le Rwanda, mais bon, c'est plus complexe. Mais si on prend simplement le massacre de Srebrenica, il y a quand même eu une juridiction qui a été, si on peut parler d'efficacité, mais j'aime pas ce mot-là, mais... Oui, alors, l'exemple que vous donnez est très intéressant. Je reviens juste sur la première remarque. Donc, l'ONU a des lacunes, mais évidemment que l'ONU a des lacunes, et l'ONU est bloquée aujourd'hui. Donc, oui, c'est une lacune absolument... Pardon ? Je sais pas si c'est le terme anachronique, ou il y a quelque chose qu'on a l'impression qu'elle est hors réel. Et parce qu'elle ne peut pas fonctionner. Encore une fois, son mode de fonctionnement avec ses 5 membres permanents fait que sur les questions vraiment de sécurité internationale, elle ne peut agir que si les 5 sont d'accord. Point. Il y en a un qui n'est pas d'accord, l'ONU est bloquée. Et donc, effectivement, c'est une limite essentielle à son fonctionnement. Et si je reviens sur Srebrenica, effectivement, là, on a un massacre, on a un génocide. Alors j'emploie le terme, vous savez, je suis vrai juriste, parce qu'il a été employé plusieurs fois par les juges, et notamment par une juridiction dont on n'a pas parlé, parce que sinon ça aurait été vraiment très long, qui est la Cour internationale de justice. Alors les juristes vont savoir de quoi je parle. La Cour internationale de justice, elle juge les États.
Et la Cour internationale de justice avait été saisie en fait sur cette question. Pourquoi? Parce que il y a une convention qui est la Convention sur l'interdiction du génocide et la répression des crimes de génocide. Cette convention, elle prévoit que si la convention est violée, eh bien ce sera à la Cour internationale de justice de régler le différend. D'accord? Et donc la Cour internationale de justice a été saisie par la Bosnie. Dans son arrêt, la Cour a considéré qu'on pouvait parler de génocide parce qu'il y a 8000 musulmans qui ont été conduits au massacre, effectivement, à Srebrenica. Et là où on voit toute l'ambiguïté, en fait, de la difficulté des juridictions internationales, c'est qu'elle a reconnu le génocide, mais elle n'a pas reconnu la responsabilité de la Serbie dans l'organisation de ce crime de génocide. Donc, tout ça pour dire que je ne veux pas vous embrouiller plus que de raison, mais quand vous dites que oui, en ex-Yougoslavie, donc il y a effectivement quand même de très nombreux criminels de guerre, vraiment des responsables qui ont été condamnés. C'est le cas s'agissant de Srebrenica. Et ils ont été condamnés, alors non pas par la Cour pénale internationale, puisqu'elle n'existait pas encore, mais par le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, qui a été créé, donc je l'ai mentionné très très vite dans les juridictions créées par le Conseil de sécurité, ce tribunal qui a été créé, mais uniquement pour juger les criminels qui ont commis ces crimes particulièrement graves, que pouvaient être crimes de guerre, crimes de génocide, crimes contre l'humanité, mais uniquement dans le contexte du conflit en ex-Yougoslavie. On pourrait imaginer la même chose pour les belligérants prochains. Alors, bien, en théorie, en fait, on pourrait bien sûr imaginer la même chose. Et c'est ce à quoi renvoie la dernière slide. Je vous disais qu'il y avait des plaintes qui avaient été déposées par les différentes parties. L'objectif, c'est de pouvoir traduire en justice et éventuellement donc sanctionner les criminels ou ceux qui ont donné les ordres et qui ont conduit à ce que des crimes soient commis. Donc oui. Et là, c'est effectivement du ressort de la Cour pénale internationale. On va vous remercier infiniment, madame, d'être venue nous éclairer sur toutes ces questions. Et de façon bénévole. Je rappelle que oui. aussi, comme tous les intervenants qui viennent m'exprimer de manière bénévole, c'est aussi une façon de militer Bien sûr. pour la compréhension de ces choses-là. Donc merci beaucoup, merci infiniment, merci à tout le monde d'être venu. Je vous souhaite, au nom du UPB, une bonne fin d'année et puis merci, bonne fête si c'est possible. Merci à vous et merci pour vos questions.